Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, aujourd'hui, je suis optimiste. Je ne sais pas trop pourquoi. Objectivement, il n'y a pas de raison de se réjouir. Notre système économique œuvre activement à la destruction de la planète. Notre système politique œuvre activement à la destruction de toute humanité et de toute communauté. Et malgré tout ça, nous œuvrons collectivement à l'extinction de notre espèce. Je trouve fascinante l'énergie que met l'homme à détruire son semblable et soi-même. Il se peut que l'humain n'ait plus que 40 ans à vivre, mais il y met une frénésie qui force l'admiration. Et par-ci par-là, quelques consciences éclairent nos lanternes, bougent et luttent et font du bruit. Quelques petites communautés inventent des systèmes alternatifs pour changer le monde, pour rester vivant, pour que l'humanité perdure pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Certains commencent à changer de mode de vie. Je sens un frémissement. Et il n'y a rien de plus excitant que la perspective d'un changement, d'une révolution, d'une renaissance. Alors, pour fêter ce nouveau départ, je vais vous lire les premières pages d'un roman qui raconte une renaissance. Son titre, c'est « Titus n'aimait pas Bérénice » et son autrice s'appelle Nathalie Azoulay. Titus, reginam Berenicem, statim ab urbe dimicit, inuitus inuitam. Aussitôt, Titus éloigna la reine Bérénice de Rome, malgré lui et malgré elle. Suétone, vie de Titus. Une bande magnétique, un soupir lui échappe sur un écran géant. Titus mange goulûment. Il a une faim proportionnelle à l'énergie que lui demande ce moment. Bérénice ne touche pas à son plat. Elle reste immobile, le visage fixé sur son assiette. Puis elle pleure. Il la prend dans ses bras. Elle veut s'en aller, il la retient. « Quel monstre suis-je » dit Titus en essuyant une dernière fois les pleurs de celle qu'il a tant aimée, mais sa décision ne change pas. Titus aime Bérénice et la quitte. Titus quitte Bérénice pour ne pas quitter Roma, son épouse légitime, la mère de ses enfants. Titus n'aime plus Roma depuis longtemps, mais elle est courageuse, vaillante, compréhensive. Alors, pour ne rien changer, ne rien détruire, Titus s'avance vers Roma et dit « Reprends-moi ». Et Roma, qui ne supporte pas qu'il abandonne ainsi le château de leurs années, le reprend. Le soir où Titus la quitte, Bérénice ne peut plus se tenir debout. Sitôt rentrée, elle s'allonge. Mais même à l'horizontale, elle se sent encore très longue, très instable. Tout tourne autour d'elle et soudain son estomac se soulève. Mais elle ne parvient pas à vomir. Elle se recouche et là, sa nausée revient de plus loin encore, d'une zone du ventre plus enfouie, plus sourde, qui, d'habitude, ne se manifeste pas, ne gagne pas la surface. Elle ne sait pas encore que le fiel est l'autre nom de la bile, mais comprend que les profondeurs du corps et de l'âme se logent au même endroit. L'abandon de Titus, c'est une tache noire sur sa peau.
Adam, avant le péché, était un diamant, et après le péché, il est devenu un charbon. Écrit Saint-Cyran, le complice de Cornelius Janssen. Sur un écran géant, ses yeux se ferment. On dit qu'il faut 1 an pour se remettre d'un chagrin d'amour. On dit aussi des tas d'autres choses dont la banalité finit par émousser la vérité. C'est comme une maladie, c'est physiologique, il faut que l'organisme se reconstitue. Un jour, tu ne te souviendras que des bons moments, la chose la plus absurde qu'elle ait entendue. Tu en ressortiras plus forte. Tu dis que tu n'aimeras plus jamais, mais tu verras. La vie reprend toujours ses droits, etc. Ces phrases lui arrivent, la recouvrent, la bercent. Pour être tout à fait honnête, elle a besoin de ce babil de convalescence. Toutes ces phrases font bruire autour d'elle l'empathie, l'universalisme et le pragmatisme lui sont un lit de feuilles où déposer son misérable corps. Et cependant, elle aspire parfois au silence complet, à un cercle de proches au centre duquel elle viendrait s'asseoir pour qu'on la regarde et qu'on l'écoute sans un mot. Et puis un jour, au milieu d'une autre confession que la sienne, ou en réponse à la sienne, elle entend, dans l'Orient désert, quel devint mon ennui. La voix est grave, le regard vague, la poitrine mobilisée. C'est touchant et c'est pathétique. C'est singulier et c'est choral. Cette voix en appelle une autre qui en appelle une autre à l'infini. Elle sourit. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle cherche toutes les pièces de Racine que sa bibliothèque contient. Andromaque, Phèdre, Bérénice. Il lui en manque. Combien en a-t-il écrit ? Elle achètera les autres dans la foulée. Elle trouve une façon de vivre, une routine sonore, une gestuelle. Elle se prépare une tasse de thé, elle lit à haute voix pendant des heures. Elle ne sait pas spécialement dire des alexandrins, mais elle s'applique. Elle escamote des syllabes, hésite sur des liaisons. À force, elle progresse, se satisfait de plus en plus du roulis qui se forme en elle et dans la pièce l'emporte sans bouger. Quand sa voix se fatigue, elle se refait une tasse de thé chaud qu'elle boit à petites gorgées. Ensuite, elle murmure les vers, car elle a toujours besoin que ses lèvres claquent, bougent dessus, qu'il y ait un contact entre eux, l'air et la chair. Ses yeux ne lui suffisent pas, elle a besoin de les mâcher. Le babil de sa convalescence se modifie. Entre les aphorismes se glissent désormais des vers de 12 syllabes, appris au lycée ou non, des vers de la Comédie Française, raides et vieillots, étrangers, tellement étrangers qu'ils lui donnent tantôt l'envie de faire le voyage et d'atteindre ce pays où les gens se parlent ainsi. Tantôt l'envie de se moquer, d'y plaquer dessus des rires gras, des intonations grossières qui les démantèlent, des syllabes familières, mal articulées, en tout point contraire, si tant est que le contraire d'une langue pareille existe. Selon les jours, elle cite « Captive, toujours triste, importune à moi-même. Peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours ?» Ou « Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. » Ou encore « Je demeurai longtemps errant dans Césarée. » Elle trouve toujours un vers qui épouse le contour de ses humeurs, la colère, la déréliction, la catatonie. Racine, c'est le supermarché du chagrin d'amour, lance-t-elle pour contrebalancer le sérieux que ces citations provoquent quand elle les jette dans la conversation. Racine n'a écrit que 12 pièces. En comparaison, Corneille en a écrit 33, Molière une trentaine également. À cette époque, même les auteurs mineurs sont prolifiques. Ces 2 dernières tragédies, Racine ne les a écrites que parce qu'on les lui a commandées. Sinon, il se serait arrêté à 10. Les questions commencent. Pourquoi a-t-il écrit si peu ? Qu'a-t-il fait du reste de ces années ? Rimbaud dit de lui qu'il est le pur, le fort, le grand.
Grâce à Racine, elle en arrive à se passer de confident. De toute façon, y a-t-il vraiment quelqu'un pour recueillir ce filet d'eau tiède qu'est le chagrin quotidien ? Ses proches se sont usés. Elle-même, autrefois, quand elle tenait lieu de confidente aux autres, ne pouvait s'empêcher de penser que le récit du chagrin est aussi ennuyeux que le récit de rêve, que rien ne vous concerne moins. Pourtant, le format de la tragédie la frustre. 24 heures ne suffisent pas à jeter les personnages dans l'arène cuisante du manque, à l'exception d'Andromaque. Racine prend son point de départ si près de son point d'arrivée qu'un tout petit cercle contient l'action, dit Lançon. Elle visualise ce cercle minuscule où tonnent effusions et imprécations, s'y sent chez elle, mais elle a beau dire et redire les vers de toutes ces héroïnes malheureuses, elle ne s'en fait pas de vraie sœur. Un ami acteur lui confie que cette langue n'a rien à voir avec celle des autres auteurs classiques, qu'elle est unique, qu'il ne saurait expliquer pourquoi, mais tous les acteurs le sentent, le savent. À cause de la musique ? Oui, mais pas uniquement. Quand elle cite Racine, elle est soudain une amoureuse de France, qui connaît son répertoire, le déclame, récite les vers dans son lit le soir en pleurant, la nuit, le jour, dès l'aube, comme des milliers de femmes françaises pourraient le faire avec elle. C'est un cœur si puissant qu'il aspire même les vers des personnages masculins, ceux d'Antiochus, de Pyrrhus, d'Hippolyte, qui lui semblent toujours dits par et pour une femme. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Elle glisse des hémistiches dans ses textos, des noms de lieux pompeux pour ses rendez-vous, Césarée, Aulis, Trézène, qui laissent certains de ses interlocuteurs pantois quand d'autres, au contraire, poursuivent, déclament encore mieux, plus longtemps, des tirades entières où elle sent à la fois une fraternité et une distance. Alors elle se méfie, renifle l'excès de théâtre, la pose érudite, la vanité de qui veut passer pour être épris d'absolu quand il est juste capable d'en apprendre par cœur le code. Racine peut aussi susciter la fatuité, ou bien elle pose des pièges. Peut-être vivrai-je si longtemps que je finirai par l'oublier. On lui demande où se trouve ce vers, on remarque que ce n'est pas un alexandrin. Elle compte sur ses doigts, dit qu'elle cite mal, qu'elle a dû en oublier un morceau, mais que si bien sûr c'en est un. En fait, c'est une citation d'Orson Welles à propos de Rita Hayworth qu'elle agglomère à son nouveau corpus. Au fil des jours, elle rassemble les bribes de la langue dans laquelle elle veut parler son chagrin, une langue parlée par d'autres avant elle et à laquelle elle veut joindre sa voix. Elle pourrait y glisser aussi du Duras, des phrases glacées sur des femmes blessées, emportées, d'autres lieux de tragédie, Hiroshima ou Calcutta, mais elle ne va pas jusque-là. Duras est une femme du XXe siècle, constante, cohérente, une sœur d'évidence. Duras ne l'aidera en rien. Ce n'est pas une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Des jours et des jours, elle tourne avec ses deux vers comme l'aigle au-dessus du champ. La proie finit par se confondre avec les deux vers, avec la possibilité même de les avoir conçus. Elle veut comprendre d'où viennent cette rage, ce désir brut. On lui répond des Grecs, des Latins, de l'époque, tout le monde écrivait comme ça. Elle dit non, pas uniquement. Ne va pas t'imaginer des choses sur lui, la prévient-on quand elle se demande qui au fond était ce type qui a si bien su décrire l'amour des femmes. Rien, elle n'imagine rien, sinon qu'il avait tout pour vivre sans créer Bérénice, mais qu'il l'a créée. Eh bien quoi, Bérénice, tu ne vas quand même pas te prendre pour elle ? Elle rougit, se contente d'avouer qu'elle voudrait se faire de Racine un frère de douleur, que ça l'aiderait. On sourit, on s'étonne. Elle y va de sa devise, tout ce qui peut apaiser le chagrin est bon à prendre. On est d'accord, on l'encourage. Elle recense les adjectifs que lui rapportent ses premières recherches. Racine était janséniste, courtisan, poète tragique, académicien, historiographe, bourgeois, ambitieux, voluptueux, chrétien, disgracié. Puis elle tente de résumer les intrigues de ses pièces.
Phèdre aime Hippolyte qui aime Aricie. Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector. Néron aime Junie qui aime Britannicus. Roxane aime Bajazet qui aime Attalide. Il lui arrive de se tromper, de confondre les protagonistes ou d'hésiter. Antiochus aime Bérénice qui aime Titus qui aime... Elle finit par mettre le nom de Rome, avec dans sa main la sensation d'une fatalité obscure qui tâte dans le noir, n'attrape rien, ne tient rien. A ne peut jamais aimer B et en être aimé en retour. Cet acharnement contre la réciprocité la console certains jours, comme s'il proclamait le contraire impossible, incompatible avec la nature humaine. Son malheur prend place dans un cortège millénaire quand son bonheur eut fait d'elle une exception, un monstre. Bérénice aime Titus qui aime Bérénice. Allez, arrête, ne touche pas à Racine. On la met encore en garde avec gravité. Tu t'y casseras les dents. Tes pauvres petites mains n'empoigneront jamais ce marbre. Racine ne t'appartient pas. Racine, c'est la France. Mais elle veut y toucher, y mettre les mains, justement. C'est un défi plein de dépit. C'est un pari. Si elle comprend comment ce bourgeois de province a pu écrire des vers aussi poignants sur l'amour des femmes, alors elle comprendra pourquoi Titus l'a quitté. C'est absurde, illogique, mais elle devine en Racine l'endroit où le masculin s'approche au plus près du féminin, rocher de Gibraltar entre les sexes. Mais cela, elle ne l'avoue pas. Officiellement, elle veut quitter son temps, son époque, construire un objet alternatif à son chagrin, sculpter une forme à travers son rideau de larmes. Elle décide de commencer par le commencement. Arrêtons un moment, se dit-elle. Réveil tragique succède à un sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire pour moi. Pages du roman de Nathalie Azoulay, Titus n'aimait pas Bérénice, paru chez Pewell en 2015. Un soupir lui échappe sur un écran géant, une goutte de sang. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.